Hello hello et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Christelle. Coucou Christelle. Coucou. Alors je suis née à Auray, en Bretagne, en 1974. J'investis en Bretagne. Alors, j'ai quitté Paris, mais j'investis en Bretagne. Je suis revenue investir en Bretagne. Enfin, j'ai quitté mon ancienne ville et j'investis maintenant essentiellement en Bretagne, dans le Finistère. Alors, les deux. J'ai commencé par achat-revente avec des résidences principales et maintenant, je suis dans le locatif. Alors, mon objectif était d'être indépendante et libre et d'atteindre la liberté financière. C'est voilà, et c'est ce qu'on va en parler. Alors, l'immobilier, ça a été d'abord un moyen pour atteindre mon objectif et puis maintenant, c'est une passion. Absolument pas. Eh bien, vous ne trouvez pas d'immeuble, créez-le. J'adore. Alors, Christelle, est-ce que tu peux déjà nous dire en quelques mots ce que tu fais dans la vie? Oui. Alors, j'étais ancienne donc professeure des écoles, et puis j'ai décidé de changer de vie en 2014, en 2013. Et en 2014, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier. Donc maintenant, je suis investisseuse à temps plein. Formatrice depuis 2 ans en investissement immobilier uniquement en location meublée et en division officielle de maison. On gère actuellement en couple 23 appartements répartis sur 4 immeubles, créés en division des maisons. Waouh, c'est hyper spécialisé. Oui, j'ai été directement dans le dur. Je cherchais un immeuble, j'en trouvais pas. Donc je l'ai créé. Comme quoi, il y a toujours des solutions. Oui. Et pourquoi tu as commencé à investir dans l'immobilier? C'est quoi le point de départ pour toi? Le point de départ, ça a été... Bon, alors déjà, moi, j'ai commencé en résidence principale et j'ai fait une énorme plus-value à l'âge de 27 ans. Donc, j'ai déjà compris que l'immobilier était un moyen puissant pour quelqu'un qui part de zéro comme moi. Je n'avais pas d'aide financière de la part de la famille, pas de trésorerie. Donc, j'étais emploi jeune à l'époque, hein, je n'avais pas du tout de gros revenus, j'étais en CDD. Et puis, je fais une grosse plus-value avec une résidence principale. Et là, je me dis, l'immobilier, ça pourra me sauver. Enfin, c'est un effet levier de dingue. D'acheter à zéro et puis de se faire de la trésorerie avec la montée des prix. Et puis ensuite, je suis revenue en Bretagne pour gérer la succession de mon père en 2012. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu au prix des maisons, puisque je devais les remettre en vente. Et je tombe sur un immeuble à 215 000 € dans le Finistère, en regardant par hasard. Et le 215 000, c'était le prix largement de montée de ma dernière résidence principale. Donc je me dis, il y a peut-être moyen de faire autre chose. Et puis, écoute, j'ai mis en vente mon appartement, ma dernière résidence principale. Et je me suis lancée, études de marché, mais je me suis lancée dans l'immobilier puisque je trouvais que c'était quelque chose de facile. Aujourd'hui, quand tu as démarré l'investissement, tu as plutôt cherché quelque chose autour de chez toi, c'est ça? Pas du tout. Alors j'ai fait pas du tout puisqu'en fait j'étais décidée, comme je voulais quitter mon ancien métier, je me retrouvais plus du tout dans l'état d'esprit. C'était pour moi, il y avait un gouffre entre moi quand j'ai fait l'IUFM pour être prof et puis j'avais 34 ans. Ouais, déjà arrivé à 34 ans, je commençais à plus de me sentir bien et puis les années avançaient et finalement, je pense que c'était une évidence de changer de métier à un moment donné. Et donc j'ai changé de vie du jour au lendemain. Mais j'étais célibataire, sans enfant, sans conjoint, donc c'était peut-être plus facile aussi. De passer à l'action et de changer radicalement de vie. Donc, j'ai vendu mon appartement, j'ai mis tous mes comptes à plat, j'ai soldé tous mes crédits. Je suis arrivée donc en Bretagne avec un gros capital que j'ai posé sur le bureau du banquier en proposant un projet de division de maison direct.
Et du coup, à ce moment-là, tu avais dit, tiens, je change de job. Donc, ça veut dire que, parce que j'allais dire, quand tu es professeur des écoles, tu es fonctionnaire. Donc, du coup, au niveau des banques, c'est une carte qui est quand même assez appréciée. Du coup, quand tu as commencé à investir, tu avais encore ce statut de fonctionnaire ou tu l'avais déjà plus? Ah oui, si, bien sûr. J'ai utilisé un maximum ma capacité d'emprunt. Ouais. J'ai été chercher le max et j'ai rien dit. J'ai pas dit que j'arrêtais de travailler derrière. Enfin, je n'ai pas parlé de mon projet du tout. Ok, ça marche. Ok. Si on se fait confiance, c'est pas la peine, voilà, d'aller raconter. Parce que je sais très bien que les banques n'auraient pas apprécié Oui. qu'il n'y ait plus de revenus derrière. Bah ouais. C'est vendeur, ça. Bah, j'arrête mon job, pourquoi? C'est pas plus compliqué de quitter ton job quand tu es dans la fonction publique que quand tu es salarié, j'allais dire. Non, alors moi, pour la petite histoire, si tu veux, je travaillais déjà dans le privé. J'ai pas été prof toute ma vie, donc j'ai commencé par le privé. Oui. Et je suis arrivée prof à 29 ans. Donc j'ai passé le concours à 29 ans et avant, j'avais fait 3-4 métiers différents. J'ai fait mon premier bilan de compétences à 25 ou 26 ans, puisque je ne savais, j'avais déjà des interrogations sur sur ma vie. Je savais plus où je devais aller. Donc, et quand ça me convient plus, je change. Je me pose pas de questions. En fait, si je ne suis plus épanouie dans ce que je fais, je change. Ouais. Donc la vie est assez simple. Je veux dire, j'écoute mon intuition et je vais là où mon cœur me porte. Selon toi, est-ce qu'il est plus facile ou plus difficile d'investir quand on est une femme? Et si oui ou sinon, pourquoi? Alors, pas du tout. Pour moi, l'homme et la femme, tu vois, au niveau intellectuel, il n'y a pas de différence. Alors après, on a ou pas des appétences, des compétences, mais l'homme et la femme, pour moi, on est à égalité. Et puis, on a des compétences ou pas différentes, mais on peut trouver des hommes qui sont compétents dans les travaux, des femmes qui sont compétentes dans les travaux. On peut trouver un homme qui est plus féminin, une femme plus masculine. Enfin, il y a vraiment, pour moi, il n'y a pas de règle, il n'y a pas... Donc non, je suis pas du tout. Et puis quand je rencontre des gens, pareil, je ne juge pas, j'ai pas d'a priori. Okay. Je mets tout le monde au même niveau, vraiment. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, si je reviens sur tes investissements, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est ta situation en fait familiale? Est-ce que tu investis seule? Est-ce que tu investis en couple? Comment ça se passe pour toi? Alors j'ai commencé toute seule et franchement, disons que j'ai quitté l'éducation nationale et j'ai changé de vie pour ne pas faire un burn-out. C'était de la survie à Paris. Donc j'étais serveuse le week-end, je travaillais les vacances scolaires aussi pour financer mon appartement puisque j'étais propriétaire. Et les charges de copro étaient énormes, donc il fallait que je travaille à côté pour arriver à l'équilibre. Okay. C'était vraiment, vraiment pas facile. Et donc j'ai commencé seule et puis je rencontre Erwan en 2014 lorsque je fais ma première division de maison. Je le rencontre, il vient avec moi sur mes chantiers, ça l'intéresse. On se met ensemble, donc on prend un appartement ensemble à la fin de l'année. Donc un an après, on aménage, on vit ensemble. Et puis donc il suit mes activités. Lui, il travaille toujours et ça l'intéresse de plus en plus. Il voit mes premières mises en location, les loyers qui rentrent. C'est idéal, quoi. Un immeuble créé face à la fac et voilà, aucun problème de gestion, de mise en location, pas de loyer impayé. Donc, il me propose de faire un projet en commun en 2016. Alors moi, je voulais pas du tout. Je voulais être lui. Moi, c'est bon, j'arrête de travailler. Je vais glander toute ma vie maintenant. C'est bon, je me repose. Mais en fait, non, je me suis reposée juste 2-3 mois, tu sais, histoire de tu souffles comme quand tu pars en vacances. Mais après, évidemment, quand tu es quelqu'un d'actif et d'hyperactif, tu peux pas ne rien faire. Oui. Ouais, non, c'est pas possible. Donc, écoute, on a fait un premier projet ensemble en indivision. Donc, en nom propre, en indivision, en couple. On a fait un deuxième, ensuite une division de 5 appartements. Et ensuite, on a fait un dernier projet l'été dernier, qui s'est terminé donc l'été dernier, un projet de 7 appartements. Donc, on a fait en tout 3 immeubles à 2. Ok. Et on s'est pacsé justement pour le risque, à cause du risque, on va dire, financier, quoi, en cas de décès. Oui. On s'est pacsé avec testament croisé. Oui. Ouais. Donc, du coup, pour l'instant, tu investis que en nom propre, tout en seul ou en indivision, mais tout en nom propre. Tout en nom propre, oui. D'accord. Ok, génial. Donc, LMP. Donc, LMP. Donc, on a commencé, j'étais LMNP, et donc, par choix, parce que j'ai rencontré un expert comptable au tout début de
de mes investissements, parce que je me suis formée pendant 1 an en fiscalité, surtout. J'ai vraiment bossé la fisca pour faire le bon choix dès le début et ne pas être influencée par des gens qui font soit de la SCI, soit autre chose. Parce qu'en fait, c'est vraiment particulier. Chacun doit étudier son propre objectif et sa propre situation avant de choisir son véhicule fiscal. Donc pour moi, c'était une évidence, c'était le nom propre. Pour récupérer le cash flow et vivre de mes loyers sans fiscalité, la SCI, ça aurait été confiscatoire. J'aurais pas pu vivre de mes loyers en SCI à l'IS, ça c'est clair. Donc l'avantage du nom propre, c'est que je me sers sur mes comptes locatifs sans rien demander à personne. J'ai pas la case dividende, j'ai pas la case SCI à l'IS sur mon cash flow. Et donc au début, il fallait si on voulait être à l'MP, c'était un choix. Il fallait s'inscrire volontairement au régime du commerce, au registre du commerce et des sociétés, pardon. Donc mon comptable ne comprenait pas pourquoi, n'ayant plus de salaire, j'allais pas être à l'MP pour me protéger ma sécurité sociale, ma santé. Donc je lui ai dit non, je lui ai dit que je ne voulais surtout pas cotiser à la SSI. Il y a 5-6 ans, c'était le RSI, Sécurité sociale des indépendants. Et puis malheureusement, il y a eu un changement en 2018, comme je pense que vous êtes au courant, tout le monde n'est pas au courant, mais en 2018, eh bien, un fonctionnaire a voulu être à l'MP, il ne pouvait pas parce qu'il était fonctionnaire, donc il est monté jusqu'au Conseil constitutionnel et puis on a changé les textes pour lui, donc on a supprimé la condition d'inscription. Et maintenant, écoutez, si on remplit les 2 conditions, avant il y en avait 3, maintenant si on gagne plus de 23 000 € de chiffre d'affaires dans le foyer fiscal et que c'est supérieur au revenu du salaire du foyer fiscal, eh bien on passe à l'MP. Et on est malheureusement passé à l'MP en 2020, on ne le voulait pas. Et donc à l'MP forcé, le foyer est LMP, mais ça ne pose pas de souci. Tu vois, du coup, on s'est formé, on a fait des formations avec un avocat fiscaliste. Et on est, alors maintenant, je suis vraiment rassurée, le LMP, c'est très positif au final, si on connaît les règles. Ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Avec le recul, qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout dans l'immobilier ? Alors, j'avais réfléchi à ça justement, parce que qu'est-ce que j'aime pas ? Au final, ce que je déteste, c'est réellement au niveau de l'administratif. En fait, il y a des textes, et puis ils sont interprétés selon l'interlocuteur que tu vas avoir dans le service, soit au niveau des impôts, soit au niveau de la mairie. En fait, c'est ça, soit les impôts, soit la mairie, on va dire. Et puis, donc, les textes sont interprétés, et même au sein du même service, tu vas avoir différentes réponses selon tes questions. Donc, il faut tout le temps aller se référer au texte pour être sûr de ce qu'on va faire. On ne peut pas se fier aux professionnels, malheureusement. Donc, je vérifie tout le temps ce qu'on me dit. Ouais. Et toi, en plus que si tu fais des divisions, tu dois être souvent en relation avec l'urbanisme. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, ne surtout pas prendre pour argent comptant ce qu'on va vous dire au téléphone. Ça, c'est clair. Si c'est pas écrit, s'il n'y a pas un mail, si les gens ne s'engagent pas par écrit sur ce qu'ils vous disent, il n'y a pas de valeur. Il ne faut surtout pas. Et idem avec un comptable. Ouais. Donc, j'appelle régulièrement, moi, la DIL, par exemple, pour avoir des informations précises d'ordre juridique ou sur la gestion locative. Donc, la DIL, c'est l'agence départementale d'information sur le logement. Il y en a dans tous les départements. Les juristes nous répondent ou nous rappellent, ou nous envoient des mails avec des textes précis. J'appelle aussi mon CGA, l'organisme de gestion agréé, qui est très, 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 très calé en fisca. Donc, je vais vraiment chercher des professionnels maintenant et qui me donnent les textes de référence. Sinon, ouais. Donc, je vais bien faire attention à ça. Ouais. Ok. Et à contrario, qu'est-ce que tu adores du coup dans l'IMO ? Moi, ce que j'adore, c'est les relations humaines, les rencontres qu'on peut faire. Comme je viens du social, j'étais instite, infirmière, serveuse. J'ai fait que des métiers où je rencontrais beaucoup de gens. Et c'est ce qui me fait plaisir. C'est pour ça qu'en fait, je ne pourrais pas investir en SCPI, investir en bourse. J'ai besoin du contact humain, quoi. C'est ce qui me plaît. Et puis, le côté, on va dire, pluridisciplinaire, où tu dois tu es obligé de toucher à tous les domaines. Donc, tu dois faire du développement personnel, tu travailles sur la communication, puisque forcément, c'est pas évident parfois de communiquer avec des gens qui, soit quand on veut acheter, revendre, acheter, louer, je veux dire, répondre à des locataires, voilà. En fait, c'est vraiment, moi j'ai développé aussi le côté communication et on s'est formé avec Erwan, mon conjoint,
On s'est formé en négociation, on s'est formé en communication non violente. Enfin, voilà, on travaille pas que sur la fiscalité, la gestion locative, mais aussi sur l'humain. C'est très, très important. Et ce qu'on ne faisait pas avant. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis de mettre l'investisseur, enfin, le métier d'investisseur comme un métier qui touche à plusieurs compétences. Et c'est vrai qu'en fait, tu fais le point sur tout ce que tu fais dans la phase d'investissement, dans la chronologie de ton investissement. En fait, effectivement, tu fais un peu d'humain, mais il faut aussi que tu regardes un petit peu les chiffres, et il faut aussi que tu fasses de la déco, des travaux, des machins. Enfin, en fait, c'est tout. Le banquier, les relations avec l'agent commercial au départ. La négo. Enfin, en fait, effectivement, c'est hyper complet. C'est vrai que j'oubliais, c'est vrai que je suis passionnée de décoration d'intérieur depuis toujours. Donc là, j'allie vraiment tout ce qui me plaît. Au final, ça regroupe tout ce que j'ai pu faire dans le passé. Donc, j'étais instite, je fais la location étudiant, j'adore la déco, je crée des appartements, j'adore réfléchir, me prendre la tête, j'aime pas ce qui est facile, donc c'est parfait, quoi. Et la résolution de problèmes, j'adore ça, puisque à la base, je suis scientifique, donc les problèmes, il y en a tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais on a pas mal de problèmes à résoudre, et c'est ce qui nous fait grandir. C'est passionnant, quoi, c'est vraiment… Ouais. Moi, je lis le métier d'investisseur directement à l'entrepreneuriat. Hein. Oui, c'est ça, c'est clair. Pareil. Hein. Ouais, c'est ça, on est chef d'entreprise, ouais, c'est vraiment ça. C'est ça, et orienté solution. On disait tout à l'heure, c'est ça. Mindset, et orienté solution, t'es obligé. Voilà. Bah oui. Et puis, oui, on est obligé tout le temps de sortir de notre zone de confort pour tout. On n'a pas le choix, enfin… Ouais. Et constamment, on se dépasse tous les jours. Enfin, c'est passionnant, j'adore ça. Ouais. Mais et maintenant qu'on arrête d'investir, eh bien, ça n'empêche pas de continuer. Voilà, on va continuer à faire ce métier parce qu'il va falloir gérer les 23 appartements maintenant. Donc, à un moment donné, il faut aussi s'arrêter et puis après, s'arrêter. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Mais si on a atteint l'objectif, à un moment donné, on arrête et on profite. Et puis, on s'occupe de ce qu'on a déjà, quoi. On s'occupe de son jardin. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça m'amène à une question, à ce que tu dis. J'aime bien la phrase que tu as dit, on s'occupe de son jardin. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te dire, là, je m'arrête et je profite de ce que j'ai, et tout en continuant à entreprendre des choses, des projets, autres, je sais pas comment tu gères ça, en fait, le fait de t'arrêter de t'occuper de ton jardin. C'est pas évident, hein, parce que c'est vrai que, tu vois, nous, moi, je suis pas quelqu'un qui me laisse influencer par le monde extérieur ou par l'environnement. Par exemple, je suis la société de consommation. Si j'ai besoin de rien, je vais rien acheter. À Noël, j'ai rien. Les soldes, je les fais pas. J'achète quand j'ai besoin. Donc, en tout cas, je suis assez autonome et indépendante d'esprit pour ne pas être polluée par tout ça. Mais c'est vrai que quand tu es sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou sur tous les groupes d'investisseurs sur lesquels je suis, c'est vachement motivant et c'est moteur quand même, hein, de voir les gens qui continuent à acheter. Tu vois, déjà là, je commence à m'ennuyer, pas à m'ennuyer, mais ça me manque d'avoir des projets de division. Ça me manque beaucoup. Mais et du coup, en développant, tu vois, les gens sont venus me demander de les aider à investir. Donc, on a créé des formations. Uniquement 2, hein, je ne fais que ce que je maîtrise. Le reste, j'y touche pas. Donc, je forme sur tout ce que je fais moi-même. Eh bien, ça me permet de continuer encore en suivant les autres. C'est comme si c'était ce sont pas mes projets, mais tu vois, on continue encore intellectuellement à être actif. Et moi, c'est réellement ce côté intellectuel où je ne pourrais jamais m'arrêter d'apprendre. C'est pas possible. Soit travailler sur soi, donc je fais beaucoup de développement personnel. Donc là, maintenant, avec le temps libre que j'ai, je vais me lancer sûrement dans la méditation parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et ça prend du temps. Il faut prendre le temps pour le faire. Et puis, je fais du sport, donc j'ai beaucoup d'activités à côté. Hein, donc, je vais au sport tous les jours. On fait du décoaching. Je suis sur les groupes d'investisseurs, donc j'aide énormément aussi en gratuit. Et donc maintenant, je me dis, on s'arrête et on aide les autres. Et puis, plus tu aides les autres, plus toi, tu t'aides toi-même parce qu'en fait, en résolvant les problèmes des autres, parfois, tu tombes aussi sur des problèmes auxquels tu n'aurais pas pensé pour toi. Ça fait vraiment grandir, hein, d'aider les autres. Hein. Et on rencontre des jeunes, tu vois, on parlait de ça, des femmes investisseuses. On a énormément de jeunes femmes de 25, 26 ans qui se lancent dans l'immobilier. C'est de la folie. Hein. C'est de la folie. Ouais. Non, mais c'est trop bien ce que tu viens de dire. Ouais. Et d'aider les autres, comment ça t'aide, toi, à progresser?
incroyable. C'est vous vous en rendez compte, hein, c'est fou. Ah oui. Puis ça te met un point dedans tout le temps. Ouais. Effectivement. Puis même des problématiques que des fois toi t'as pas rencontrées, les autres les rencontrent, du coup tu creuses. T'as envie de savoir, t'as envie d'aider, t'as envie de. C'est ça. Et puis c'est aussi. En fait aussi, tu sais, quand on fait des formations, je prends toujours maintenant. Je me suis rendu compte que on pouvait pas pendant la formation, t'as pas le temps de parler avec les élèves, on va dire de discuter, de faire du réseautage en fait sur ce que les gens recherchent. Donc maintenant je prends 2-3 heures avant les formations en rendez-vous privé Zoom avec les personnes qui viennent et on fait, c'est du coaching, hein, en fait, c'est de la remise à plat sur ce qu'ils veulent, sur leur projet de vie et finalement c'est hyper intéressant, c'est vrai, d'échanger et on leur fait se poser des questions en fait, parce que nous on n'a rien à leur on va pas choisir pour eux la façon d'investir, mais en fait on pose des questions pour qu'ils se posent réellement les bonnes questions. Est-ce que dans 20 ans, tu en seras où? Est-ce que dans 20 ans, tu auras encore envie de travailler? Est-ce que dans 20 ans, tu auras encore envie d'investir? Est-ce que dans 20 ans, quel est ton objectif? Aujourd'hui, tu as 25 ans, tu veux faire de l'immobilier, mais c'est dans quel but? Parce que tu vois, ça va influencer tout le reste. Genre, hier, on avait quelqu'un, elle hésitait, elle me disait peut-être, on essaye à l'IS, puisque de toute façon, j'ai pas besoin du cash flow parce que je travaille. Donc, ok, on essaye à l'IS, mais est-ce que dans 20 ans, tu auras encore envie d'être salarié, de travailler? Peut-être pas. Donc, si tout est dans la SI à l'IS, comment tu vivras de tes loyers? Comment tu récupéreras ton cash flow? Tu vas faire comment? Après, c'est des questions. Choisis bien ton véhicule fiscal, par exemple, tu vois, c'est passionnant, quoi, En fait, c'est que nous, on s'en rend compte également, je te rejoins là-dessus, c'est que tu as la technique qui, effectivement, est importante, mais en fait, tu as toujours ce mindset à côté. C'est ça, ouais. Voire même c'est l'essentiel. Essentiel et plus important. Tu vois, là, tu parles d'objectifs. C'est essentiel, en fait, de savoir où tu veux aller. Sinon, tu pars dans tous les sens et effectivement, tu vas nulle part, quoi. Ouais. Et on commence par là. Et en fait, nous, on se rend compte que les problématiques qu'on a même avec nos membres, c'est plus des problématiques mindset, souvent. C'est ça, c'est ça. Technique, assez rapidement, tu peux t'entourer, comme tu le disais très bien tout à l'heure. Tu peux te former, t'entourer. Voilà, tu te formes, tu t'entoures. Si tu as une question extrêmement technique sur la fiscalité, tu vas voir ton avocat fiscaliste ou ton comptable. Et puis voilà, tu vois. C'est ça. Super. Alors, Grisel, est-ce que tu as des mentors qui t'ont inspiré dans l'immobilier? Alors, dans l'immobilier, non. Ok. Aucun. Non, parce qu'en fait, tu vois, je suis arrivée vraiment... l'immobilier est arrivé par hasard, hein, réellement. Hein. Moi, je me plaisais dans la vie active. Donc, pas de mentor. Par contre, j'ai été inspirée par tout ce que j'ai pu lire petite, tu vois. Saint-Exupéry. Donc, ça commence par Le Petit Prince. Ensuite, j'étais fan de Jean-Jacques Rousseau, mais pas sur le côté social ou... homme politique, mais réellement sur tout ce qui est, on va dire, liberté d'esprit, enfin le romantique. Donc j'ai lu beaucoup de livres sur des romans d'anticipation. Enfin, c'est plutôt sous ces gens-là ou des musiciens, des artistes, des collègues de boulot quand j'étais au travail. Quand j'étais serveuse, j'ai rencontré plein d'artistes, des gens qui étaient indépendants. Enfin, ça m'a toujours fait, toujours donné envie. Moi, la soif de liberté, c'est par rapport à tous ces gens-là que j'ai rencontrés. Donc l'immobilier, c'est réellement pas pour l'immobilier, c'est réellement pour la liberté. C'est pas pour l'argent que je le fais. Hein. Vraiment, d'abord, c'est être libre financièrement. Donc là, on est à l'équilibre. Et donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'équilibre est atteint. Pour qui, pourquoi continuer à investir et à travailler dans ce domaine, en tout cas. On n'a pas d'enfants, il n'y a pas de succession de prévue, il n'y a pas de... Donc, tu sais, on entend souvent les gens dire j'investis, je fais tout ça pour mes enfants. Ou les gens qui vont à Koh-Lanta, là, qui font Koh-Lanta, je fais ça pour mes enfants, pour ma femme. Et écoute, moi, je vais te dire, j'investis pour moi. Donc, à un moment donné, il faut peut-être être cash, il faut dire la vérité. Si tu investis que pour les autres, Ouais, je trouve ça dommage de ne pas faire les choses pour soi, un petit peu aussi. Moi, je trouve hyper intéressant ta vision de dire j'avais un objectif qui était de temps, on va dire, et une fois que mon objectif est atteint, c'est bon. C'est vrai qu'il y a plein de gens, alors certainement du fait des réseaux sociaux notamment. C'est ça. Hein. Ouais, mais du coup, je continue à acheter, je continue. Ouais, mais tu continues du coup, en fait. Jusqu'où ? C'est ça, parce que Et alors, il faut que je fasse attention au timing aussi, mais ce matin, j'écoutais un super podcast d'Une vie de liberté. Je ne sais pas si tu connais
Je le connais, mais j'ai jamais écouté ses podcasts. Okay. Et justement, il abordait cette question qui lui a été posée, c'est-à-dire, une fois que tu as atteint ton objectif, qu'est-ce qui se passe après, tu vois? Est-ce que je vais chercher toujours plus? Et là, il a répondu exactement comme toi, et c'est ça qui est intéressant. Il a dit, bah, écoute, j'ai atteint mon objectif financier et je suis libre, et c'est ça qui est le plus important. Et ma vigilance maintenant, elle est... J'ai toujours envie d'entreprendre, j'ai toujours envie de faire des projets. Par contre, la vigilance que je dois avoir, c'est que mon temps, il ne doit pas être bouffé par mes nouvelles activités, parce que sinon, je tue ma liberté. Je tue ma liberté, tu vois. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que, ok, tu vois, tu as atteint tes objectifs, tu continues tes projets, puisque tu es en train de monter une société, enfin, tu as ta société d'accompagnement, de formation. Oui. Mais en attendant, tu ne vas pas tuer ta liberté et te recréer un deuxième job, tu vois. Ouais. Bah non, c'est justement pour ça qu'en fait, on ne fait pas beaucoup de pubs. Enfin, tu vois, on n'a pas de site internet, on ne fait pas de pubs. Et on forme, c'est une personne par mois, puisque c'est de l'individuel. On a un seul élève par mois. Ou si on a beaucoup de demandes, bah, ça arrive qu'on ait 2 ou 3 week-ends de prix. Mais on ne veut absolument pas, justement, que ça nous bouffe notre temps. Donc, mais comme on aime faire de la qualité, on veut réellement aider les gens de façon qualitative. Donc, c'est pour ça aussi que je ne vends rien en ligne. Moi, j'imagine pas un élève tout seul face à son écran. L'élève, il a des questions à poser. C'est un cours, quoi. Et on avance. Un apprentissage, on n'est pas tout seul face à un écran. Enfin, moi, voilà, c'est pas ma façon de faire. Donc, peut-être qu'on va développer si on a beaucoup de demandes, on pourra faire 2 ou 3 élèves par formation, et on le fera sur 2 jours, au lieu de faire ça sur 1 jour. Mais non, on vit réellement de nos loyers, donc on forme, mais on ne forme pas gratuitement, puisque de tout. Et puis je me suis rendu compte que ce qui est gratuit, ça n'a pas de valeur pour les gens, malheureusement. C'est bien dommage. On l'a vu. Mais ouais. Donc, en tout cas, non, on va pas. On continue à garder, à garder l'objectif de départ, c'était avoir du temps libre pour pouvoir profiter de nos amis, de la famille, de nous. Et puis, il faut aussi gérer, comme je te disais, il faut les gérer, les 23 biens, ils sont neufs là. Mais ils vont vieillir. Ils vont vieillir, donc il faut aussi maintenant bien s'occuper de ce qu'on a, quoi. L'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur ça? Elle va être, alors, je vais essayer de la résumer parce que elle serait longue. En fait, quand on a décidé d'investir en couple avec Erwan, eh bien, on a fait un mauvais casting d'artisan. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Il devait nous sortir l'immeuble en 6 mois. Au bout de 6 mois, il nous réclame quasiment 80% du chantier. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais c'est quand même... on va quand même, avant de faire le virement, parce qu'on le connaissait, c'était un ami, voilà, c'était un ami. Grosse erreur de travailler avec un ami, parce que du coup, on n'ose pas lui faire de remarques, on n'ose pas envoyer un courrier de mise en demeure. Enfin, tu vois, tout ce qu'on aurait pu faire avec un autre, là, on ne l'a pas fait. Et puis, ça n'avançait pas, quoi. En fait, il avait quasiment, je te dis, 80% du montant, et il y avait un seul appartement de sortie sur 4. Ah ouais. Donc là, je me dis, si le gars nous plante, on est mal. On est mal, on ne pourra pas terminer le chantier, on n'aura pas les fonds. Enfin, si, on aurait à la rigueur, on aurait pris tout notre réseau, mais il n'y avait pas de cash flow, quoi. Enfin, donc, j'ai fait appel à un maître d'œuvre pour m'aider pour jouer le médiateur entre moi et cette personne. Et donc, j'ai expliqué à la personne que je prenais un maître d'œuvre parce que voilà, on est à 1h30 seulement de la ville, mais je lui ai dit, écoute, on ne pourra pas venir tous les jours, donc voilà, on a mis quelqu'un. Et il nous a dépatouillé un petit peu quand même. Il a réussi à faire avancer le chantier. Donc, il donnait des chantiers à l'artisan pour lui faire gagner un peu d'argent, parce qu'en fait, il ne gérait pas du tout sa trésor. Il claquait tout ce qu'on lui donnait, je ne sais pas comment. Il n'avait plus d'argent pour finir son chantier. Enfin, bref. Donc, on a avancé comme ça. Donc, je peux dire qu'il y avait du stress. Il y avait du stress de dingue entre moi et Erwan. C'était, le premier chantier, c'est mal passé, on peut le dire. Et arrivé, donc là, on était décembre. Il fallait louer pour la rentrée de l'année d'après. Arrivé au mois de juillet, le gars abandonne le chantier, on ne le voyait plus. Juin, juillet, ça traînait. Là, j'ai dit au maître d'œuvre, je suis désolée, mais je vais faire appel à un huissier. Je fais un constat d'huissier, il faut absolument qu'on termine le chantier. Donc là, il faut que lui, on s'en débarrasse pour terminer avec quelqu'un d'autre. Oui. Et sans constat d'huissier, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas prouver que le chantier n'était pas terminé. Donc, on a réussi à s'en dépatouiller comme ça. Constat d'huissier. Donc, le huissier a fait les comptes entre le devis, ce qui est fait et ce qu'on lui doit. Okay. Il a signé l'avenant, etc. On est parti. Il a eu son dernier chèque. Et basta, merci, au revoir. Donc, c'est parti comme ça. Donc, j'ai viré aussi le maître d'œuvre, du coup. Le maître d'œuvre et l'artisan. On a terminé le chantier avec l'ouvrier de cet artisan qui n'était pas payé depuis 1 an.
À l'autre, payait même. Non, mais la folie, hein, tu vois. Ça, ouais. Donc, bref, en tout cas, on a terminé. On a pu mettre en location à temps. Donc, voilà. Mais il ne faut pas hésiter à un moment donné à taper du poing sur la table, quoi. Bon, Oui. on est gentil, mais ça, quand tu dis est-ce que être une femme ou un homme, ça a une différence? En tout cas, le maître d'œuvre m'a dit tu serais un mec, tu en auras une bonne paire entre les jambes, quoi, tu vois. Ouais. Ben ouais, mais enfin, tu vois, donc il était peut-être surpris qu'une nana puisse, peut-être, tu vois, il ne s'attendait pas à ce que je sorte de mes. Oui. Ouais. Ouais. Et donc voilà, premier chantier, dur. Et ça nous a pas empêché, tu vois, de continuer derrière. Hein, comme je te disais, le Petit Prince, c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée. Eh bien, je pourrais le redire pour cet événement-là, justement. Hein. C'est pas parce qu'un artisan est mauvais que tous les artisans sont mauvais. Oui. Donc, il faut surtout pas s'arrêter à ça. Il faut pas mettre tous les gens dans le même panier. Voilà, c'est un cas particulier. Cette personne-là, elle est incompétente. Point barre, c'est comme un avocat fiscaliste ou un comptable. Un comptable est mauvais, tu vas en chercher un autre. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, on va terminer l'interview par une petite question. Donc, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui démarre dans l'immobilier aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, je lui dirais de se former soit tout seul, soit accompagné. En tout cas, il y a suffisamment de livres. Moi, j'ai commencé qu'avec des livres, tu vois. Donc déjà, se former, se faire accompagner, pourquoi pas. Et puis surtout, bien étudier la fiscalité. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est réellement tous les gens que je vois qui se plantent, c'est au niveau fiscal. C'est au niveau fiscal. Et donc s'entourer de professionnels compétents, sérieux, bon, c'est une évidence, mais bon, ne pas prendre le premier venu, se renseigner. Le mieux est de faire marcher son réseau, hein, demander, par exemple, moi, mon comptable, je l'ai trouvé en demandant à une amie avocate si elle connaissait un comptable. Je me dis, elle est avocate, elle va pas se faire accompagner par un branque, enfin, tu vois. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc, voilà, après, avoir un peu de jugeote, quoi. Mais pour moi, c'est du bon sens. La vie, c'est que du bon sens. Donc, et on va dire, c'est le bon sens paysan, tu vois. Mais c'est ça, hein. C'est réellement ça. Hein. Et à la fin, on s'occupe de son jardin. Et voilà, à la fin, on s'occupe de son jardin, tu vois. Super. Et bah, écoute, merci. Merci. Il y a eu plein d'insights, plein de super pépites dans cette interview, donc elle va être vraiment appréciée. Donc, et merci à vous, hein, parce que franchement, c'est sympa, je trouve ce que vous faites. Merci, c'est gentil. Ouais, vraiment. Énergie, ça nous en donne plein, en tout cas, pour continuer. Et puis, je te dis à très vite. Ce serait sympa, peut-être, à un événement. Ouais. Ah bah oui. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est vraiment agréable de voir des gens, tu vois, les gens qu'on apprécie, de les voir en live, lors des événements comme Loane, hein, Loane que vous avez interviewé. Enfin, c'est des moments merveilleux, qu'on passe vraiment des soirées, tu vois, d'échanges. Donc j'espère qu'on se verra à l'avenir. Et merci Christelle, et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Ciao.